Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 42e numéro de l'ESC Made in France. Donc on reprend notre petit rythme habituel avec de nouvelles petites infos qui sont tombées cette semaine concernant déjà le concours 2022. Et donc avec moi pour en parler aujourd'hui, j'ai Adil. Bonjour Adil. Bonjour. Bonjour Corentin. You. Bonjour Gwen. Bonjour. Et bonjour Arthur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, première petite info de la semaine. On voulait d'abord évidemment revenir sur le concours 2021 avec évidemment certains petits événements qui ont toujours eu lieu. Les live on tape qui ont été présentés vendredi soir et hier soir. Mais tout d'abord, on va commencer par les prix Marcel Besançon qui ont été présentés et remis. Et donc, Arthur, je sais que tu t'y connais bien mieux que moi concernant ce sujet, donc je vais te laisser donner les détails. Après, les prix Marcel Besançon, c'est pas un gros truc non plus, mais c'est quand même sympa à mentionner. Du coup, oui, il y a trois prix qui existent au Marcel Besançon. C'est le prix de la presse, donc c'est un vote avec toutes les personnes qui sont accréditées. Toutes les personnes qui sont accréditées de la presse votent pour élire le prix de la presse. Il y a un prix de meilleure performance qui est voté par les commentateurs. Mhm. Et enfin, le prix de la meilleure composition qui est voté par tous les compositeurs des chansons qui sont en finale. Et donc, le prix de la presse et le prix de la meilleure performance artistique a été attribué à Cocorico La France, Barbara Pravi. Donc, c'est un magnifique doublé. Félicitations. Et on continue dans la langue française avec John Steers qui reçoit le prix de la meilleure composition pour tout l'univers. C'est une vraie victoire donc pour la langue française cette année apparemment. Gwen, Ouais. tu voulais dire quelque chose là-dessus? Non, mais je pense que vous l'avez bien résumé. C'est vraiment la langue française qui a été mise à l'honneur. Vraiment, pour moi, ce sont des choix logiques. C'est parfait pour nous. Pareil, rien ajouter. Félicitations aux gagnants. Espérons que ça pousse d'autres pays à l'avenir à tenter justement de chanter dans leur langue ou d'envoyer des trucs carrément en français, hein, pourquoi pas. vu que nous n'oublions pas, l'année où Amir a été en compétition, c'est l'Autriche finalement qui a fait un meilleur score au télévote en chantant dans notre langue à nous, donc pourquoi pas. Oui, c'est pas la première fois qu'une balade française reçoit le prix de la meilleure performance artistique. Mhm. C'est le cas en 2009 avec Patricia Cass, avec Et s'il fallait le faire. Elle avait remporté aussi Il me semble que la première année que ces prix-là ont été décernés en 2002, je crois que Sandrine François aussi pour la France avait obtenu un des prix, si je me souviens bien. Je confirme, elle a bien eu. Okay. Je confirme. Donc voilà, c'est revenu à la maison, on aura au moins eu ce prix-là. Je veux dire aussi que je pense que c'était bien qu'on ait reçu le prix de la meilleure performance artistique, mais je pense personnellement, je pense que Manija l'aurait plus mérité. Avec la mise en scène qu'on nous a offert, je la trouvais vachement belle, quoi. D'accord. Deuxième info que je voulais traiter, qu'on voulait traiter, concernant le concours de cette année, c'est notamment les live on tape qui ont eu lieu hier soir et vendredi soir, donc pour la première demi-finale. Et donc, moi j'ai vu quelques détails, du coup j'ai pas vu les soirées dans leur ensemble, mais j'ai vu quelques prestations en particulier. Est-ce que, alors on va faire un tour des micros rapides, Corentin? J'ai pas tout vu, j'ai vu que la première partie, les non qualifiés, qui me vient immédiatement en tête, c'est la Roumanie. Je trouve que ça marchait peut-être un peu mieux sur une petite scène à la maison, elle était plus confiante. Après, j'ai pas vu effectivement les finalistes, je vais voir ça à l'occasion. J'ai entendu que le Polonais avait bien mieux chanté aussi chez lui que à Rotterdam. Gwen, tu les as vus? Je les ai vus en entier, enfin tous. En général, j'ai vraiment pas trouvé ça exceptionnel. Je trouvais ça meilleur même sur les lives de Rotterdam, sauf comme disait Corentin, la Roumanie, qui était vraiment largement meilleure. Mais sinon, après le reste, c'était bien meilleur à Rotterdam. Alex? Non, Arthur, pardon. J'ai beaucoup aimé le live on tape de la Belgique.
Et à peu près tous les autres, en fait, je pense que tous les live on tape étaient plutôt bons. Est-ce que l'Italie aurait toujours gagné si ça avait été que les live on tape? Ça, on peut pas vraiment dire. Hein. Quel est ton ressenti, toi, du live on tape de l'Italie? C'est-à-dire que celui-ci, l'Italie, je l'ai pas trop vu. J'ai fait une pause pendant que la finale, du coup, j'ai pas vu la live on tape. J'ai regardé le live on tape de l'Italie. Je dirais que c'est peut-être meilleur quand même au Rotterdam. Ouais, ok. Concernant le concours de cette année aussi également, on voulait parler de la Moldavie, dont l'Union européenne de radiodiffusion dit qu'elle n'investiguera pas, malgré le fait que beaucoup de fans ont relevé des curiosités au niveau des résultats qu'a fait le pays cette année. Donc voilà, en gros, juste pour énoncer l'info. Ensuite, on a aussi le concours, enfin, entre guillemets, la sélection, le choix des fans pour le Barbara Dex. Et cette année, c'est Tix qui remporte le prix avec son costume inoubliable d'ange. Le top 5 en détail a été annoncé. Alors, en première position, Tix pour la Norvège, deuxième Roxane pour la Roumanie, troisième pour la Croatie Albina, quatrième James Newman, c'est surprenant ça, pour le Royaume-Uni, et cinquième Eden Allen pour Israël. Gwen, tu voulais dire quelque chose aussi là-dessus? D'un côté, j'étais un petit peu étonné que ça soit Tix, mais après dans un sens ça ne m'a pas étonné vu la tenue qu'il avait mise. Ouais. Moi, je m'attendais plutôt à ce que ce soit Montaigne ou Scénic qui est le Barbara Dex, sauf qu'elles sont même pas dans le top 5. Ouais. Ce que je trouve un petit peu étonnant. Après, je suis peut-être pas étonné de la troisième place de la Croatie ou deuxième place de la Roumanie. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, qu'il faut quand même souligner avec ce prix, c'est qu'il y a un certain nombre de fans qui petit à petit se soulèvent, entre guillemets, en ligne sur Twitter pour dire que ça ne devrait plus exister. Et j'ai tendance à les rejoindre, mais en fait, on comprend qu'il y a eu un effort ces derniers temps pour essayer maintenant, alors plus de dénigrer et de juste mettre en avant ce qui a été le plus remarquable. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est décrit désormais le prix en ligne. Ils disent qu'on cherche à voter pour la tenue la plus remarquable et non plus la plus ridicule. Mais comme l'a souligné, alors je ne sais plus si c'était l'un d'entre vous ou un fan très proche que je suis, et qui disait que en gros c'est vraiment horrible d'associer pour l'éternité à une ancienne artiste de l'Eurovision ce prix-là. Et je suis assez d'accord avec lui parce qu'on on veut pas, enfin c'est assez stigmatisant dans tous les cas, même s'ils essayent de tourner, enfin de donner au prix, et il y a cette idée-là, une tournure plus positive qu'elle aurait pu l'être avant. Donc peut-être qu'il devrait simplement modifier le nom et lui conférer juste un nom de prix particulier, mais pas plus le nom d'un artiste, quoi, parce que c'est pas comme ça en fait qu'on veut célébrer les artistes du passé du concours. Enfin, pas à mon idée non plus, quoi. Donc je rejoins Corentin sur ça. Alors... je voulais juste dire, par rapport au Barbara Dex, personnellement, je le vois vraiment comme un prix satirique et plutôt humoristique. Et après, tant que l'artiste le prend pas mal, franchement, je pense que ça passe. Alors, autre info concernant le concours de cette année, c'est Malte, évidemment, dont on aura beaucoup parlé, et notamment dans le dernier numéro, je m'en souviens très bien, on en a parlé avec Alex, du fait qu'ils ont une campagne, enfin des campagnes de publicité assez massivement présentes sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu du coup à une enquête de l'État maltais sur ce qui serait considéré comme des pratiques douteuses de la télévision maltaise. Et au-delà de l'enquête et de l'audit financier qui a été fait du coup pour ces campagnes publicitaires, on parle aussi, alors que c'est quelques bruits de couloir sans vraiment qu'on ait de détails officiels, qu'il y aurait une enquête concernant des pratiques sur les fameux paris qui sont tenus en ligne les semaines précédant le concours.
Corentin, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Effectivement, je trouve que ce genre de pratique, c'est dommage. Ce serait bien qu'on puisse faire la lumière là-dessus. Bon, je ne sais pas si ça mènera à quoi que ce soit. Je ne sais même pas si ça mènera à un changement de pratique. C'est déraisonnable. Enfin, si ça s'avère vrai, c'est déraisonnable, c'est un peu dégueu. Enfin, la pub, pourquoi pas, enfin, c'est pas interdit, ça dérange personne, je pense pas que vraiment ça change le résultat. Mais le genre de choses, genre manipulation de paris, etc., qui au final va vendre du rêve à la pauvre Destiny, enfin, la meuf elle a 18 ans, quoi. On lui met une pression monumentale sur les épaules, on lui dit tu vas gagner. Et au final, elle se bouffe une 7ème place, on va pas être à sa place, c'est pas propre. Je suis complètement d'accord. On passe au sujet suivant, c'est les chansons de Logaeus Second Chance qui ont été révélées. Arthur, tu veux peut-être présenter ça, ou Adil? Il y a combien de pays du coup cette année en compétition? Je vais présenter. Comme tout le monde sait, Logaeus Seconde Chance est celui pour les enfants de Neuilly Vengeance qui, si ce n'était pas leur chanson, aurait été mieux pour faire un bon score à l'Eurovision ou pas. Ainsi, voici la liste. Albanie, c'est Erarosi Ziarim. Israël avec Eden Alene pour Ulala. Le Portugal avec Nive et sa chanson en anglais Dancing in the Stars. La France, Cocorico avec Phoenix, Amour Fou. Mon top de sélection en vue des lives parce que cet André Amat était pas bon. La Suède, pas de chance et pas d'auteur parce que c'est Eric Sard avec Every Minute. La Russie, Earth Mates avec Future is Bright. L'Espagne, ils n'avaient pas d'autre choix que d'envoyer Blascando avec Memoria. Le Danemark avec Chefouin et Thomas Bottenschon avec la chanson Out of Skyana. L'Italie avec Irama pour son tube La Génésie del Coloré. L'Estonie avec Yuri Postman et Margus Melancholia. La Lituanie avec Gibraldi et What You Want to Go. La Croatie avec Bernada et sa chanson Made in Borislav Milanov. Colors, tiens, c'est Nina Kravic qui va être Furax cette fois. La Norvège, sans surprise, c'est Kailo avec Monument. Je tiens à compter le futur top 1. Et la Finlande ferme avec Ilta et Kalema Stoyton. Des choix assez, pas très originaux en soi, mais assez safe en même temps. Hein. Alors, la petite surprise, c'est Eulala. J'aime pas du tout. Ils auraient pu avoir La Love. Hein. En même temps, la sélection israélienne était pas bonne. Hein. Et la Norvège, j'aurais préféré Blasma faire un meilleur, mais bon, c'est des Européens qu'on parlait. Alors, il faut noter que cette année, c'est le 35e concours et que c'est la première fois depuis 1995 qu'on a si peu de chansons, ce qui est normal vu que beaucoup de pays, beaucoup d'artistes qui devaient y aller l'année dernière ont été de nouveau choisis pour cette année, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup moins de sélections nationales évidemment. Donc ils sont 14 pour être précis. Des favoris les uns et les autres, Arthur peut-être. J'aime beaucoup cette line-up. Je pense, on en avait déjà parlé, mais personnellement, Phoenix, c'est à mon avis pas le meilleur choix qu'on pouvait faire pour représenter la France à l'OGE Seconde Chance. D'accord. Je suis content que c'est choisi Future is Bright pour la Russie, qui était une proposition très intéressante. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je crois que c'était vraiment très intéressant. En réécoutant les chansons, j'ai réalisé que la meilleure sélection pour moi cette année, c'était clairement les Steel All. Ouais. Parce que Jory Postman est un excellent choix et il y avait d'autres excellents choix à faire, par exemple la chanson Chaos ou même Tartu. Ouais. Oui. Je ne sais pas si je peux dire, c'est une excellente chanson, Tartu. Oui, oui. La Lituanie, oui, c'est sans surprise qu'ils choisissent Gebrasi. Ouais. La Croatie, c'était soit Colors, soit Nina Kravic. Ouais. Qui va bien rager. Je suis vraiment dégoûté pour elle, mais parce qu'elle n'était pas bien après la victoire d'Elgina, quand même. Sinon, voilà, j'aurais bien vu quand même Axel représenter la Finlande, ça aurait été sympa pour lui. Et même les Flums Brothers. Là. Je crois qu'il y a très peu de gens qui ont vécu une si mauvaise saison que Axel cette année, quoi. J'ai l'impression. Alors, préféré sans surprise, c'est Phoenix avec Amour Fou, c'est un bop.
Et on va voir si la chanson à domicile va pas faire comme à l'Eurovision, être hors top 10. Parce que là, il y aura que 14, c'est-à-dire à partir du 11e, c'est bottom 4. Et bon, je pense que c'était le meilleur choix selon mes goûts personnels. On va voir si on va faire le doublé par rapport à la chanson Simone avec tous les deux. Honnêtement, je pense pas. On a Keino là qui est dans le même truc. Ouais, Keino, c'est free win. Voilà, franchement, le Norvège, il se prépare déjà à organiser le prochain au JAE. Donc... Moi, je dirais personnellement que la victoire va revenir à Keino sans hésiter. Sinon, après, je pense que Eric Saad ou Ponix peuvent tirer leur épingle du jeu. Après, moi, j'aimerais bien que Nef du Portugal termine le plus haut possible parce que j'adorais tellement cette chanson. Ouais. Après, bon, il y en a certains que je ne connais pas, que je n'ai pas écouté, comme Erarouzi ou Termites. Mais après, bon, que le meilleur gagne entre les 14 candidats qui sont présents. Okay. On peut noter quand même quelque chose, c'est que ce soit dans l'OJAE ou dans l'Eurovision, le Portugal est cette année full anglais et c'est vraiment très inédit ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc ça devrait faire peut-être mieux que 12e, mais bon, on va voir. J'avoue. Moi, je suis content avec le choix de la France. Eric Saad aussi, je suis assez fan. Et ensuite la Norvège évidemment, et puis Ilta aussi, elle avait une très belle chanson, Ilta, donc pourquoi pas Ilta également. Voilà, donc on a appris cette semaine que malheureusement pour les fans biélorusses, la télévision nationale a été suspendue par l'Union européenne de radiodiffusion. On sait tous plus ou moins pourquoi à ce stade, hein, c'est pour des raisons politiques et de transparence et de respect de la personnalité du journalisme. Et donc ça met fortement en danger bien évidemment la future participation du pays au concours, puisque malheureusement on ne semble pas avoir d'indicateurs qui disent que ça pourrait s'arranger à court terme. Donc on espère tout de même que la Biélorussie, qui mérite mieux que ça, et que ses téléspectateurs auront de nouveau très rapidement un service public de télévision qui corresponde aux valeurs et aux règles de l'Union européenne de radiodiffusion, tout simplement. Tu voulais dire un mot là-dessus, Adil? Ouais, après, pour les méchants, je pourrais peut-être dire Chem, mais malheureusement, c'était prévisible, parce que avec le drama de Glacis Meta, après, ils ont peut-être dit au fait que c'était peut-être une critique économique, tout ça, ouais, mais en même temps, ils avaient dit qu'ils étaient pro-Loukachenko, et vu que l'indicateur était assez présent dans ce petit pays avoisinant la Russie et les pays baltes, ils n'avaient pas d'autre choix. Hein. Mais bon, j'espère vraiment qu'il y aura une solution. Arthur? J'ai vu beaucoup de gens dire à l'issue de leur suspension il faudrait qu'ils se remettent parce que sinon les pauvres ils vont louper l'Eurovision et je pense qu'ils vont arrêter d'être une télévision de propagande parce qu'ils vont arrêter l'Eurovision sinon. Mais en fait, je pense que honnêtement ils s'en foutent de l'Eurovision. Mais c'est ça, on est à milieu de ça là, c'est vraiment un problème politique extrêmement grave quoi. C'est pas parce qu'ils se font suspendre de l'UR qu'ils vont arrêter d'être que Loukachenko veut dire bon ok je rends le pouvoir, ok c'est d'accord. Non, ça marche pas comme ça malheureusement la politique. Je pense que c'est mort pour eux, on va pas les revoir avant un bon bout de temps. Corentin? Ouais, pour revenir sur ce que tu dis Arthur, faut garder en tête que l'UR c'est pas juste l'Eurovision. Oui. Et donc le fait de se faire exclure de l'UR, je crois que si je dis pas de bêtises, l'UR et le programme Eurovision, on parle pas des concours Eurovision, tant que le programme Eurovision donne accès à un paquet de choses, y compris des informations du monde entier, ça je pense qu'ils s'en foutent, c'est plutôt un paravent d'informations libres et mondiales. Mais par contre, il y a aussi des choses qui sont incluses dedans. Je crois que l'UR, c'est la porte d'entrée pour les droits de diffusion de conneries, genre les Jeux Olympiques, oui. l'Euro de football qui arrive bientôt. Beaucoup de compétitions sportives, ouais. Donc je suis pas sûr que ça se fasse plier le pauvre Loulou, mais ça pour dire c'est pas juste l'Eurovision qui l'aurait enlevé sous les pieds là en se faisant suspendre de l'UR. Justement, parce qu'en fait, même dans les années 90, France 2 passait un programme de l'UR
Jeux sans frontières. Hein. Oui. Je crois qu'il avait été animé par le DBU, Zeppelinzia. Ça passait essentiellement en Belgique. Ah oui, alors, Corentin? Ouais, là où je voulais en venir aussi, c'est ça pue la merde à mon terme. En termes de participation aux différents concours Eurovision. Il y a des gens qui disaient oui, mais si jamais un autre diffuseur prend la place de BTRC pour rejoindre l'UR, ça ne marche pas comme ça. Non. Il n'y a pas de diffuseur libre en Biélorussie de toute façon. Donc, on va pas. À mon avis, à court moyen terme, jusqu'à ce que un Bélarus libre s'organise, se mette en place, on peut dire au revoir à ce pays-là de manière pérenne. C'est bien dommage. Donc, on va essayer maintenant de se tourner un peu plus vers l'avenir. Et donc bon, d'une mauvaise nouvelle, on va passer à une autre pour s'en débarrasser rapidement. C'est le concours Eurovision Asie qui est définitivement annulé. SBS, qui avait pris la main pour l'organisation, a décidé finalement de jeter l'éponge, alors que ça faisait au moins 4 ans, je crois, qu'il bossait sur le projet. Adil, tu veux dire quelque chose là-dessus? Ouais. En même temps, je suis pas sûr que les chaînes de télé qui appartiennent à l'IBO, ou genre Iran, Irak, tout ça, je suis pas sûr qu'ils auraient été intéressés par le concept, je crois. Mais bon, de toute façon, l'Eurovision Asie, je vais peut-être regarder, mais je pense que j'aurais pas pour faire des chansons israéliennes. Arthur, sur l'Asie. Alors, je suis pas tant triste que l'Eurovision Asie soit annulée. Je suis plutôt triste pour le fait qu'on aura plus ce running gag de chaque année, il retarde le concours. Ouais. C'est très marrant de chaque année voir les organisateurs dire ah, mais on n'a pas le temps, allez, on décale, allez, c'est l'an prochain, c'est sûr. Et comme ça, chaque année, ça fait beaucoup marrer. Un concours dont on sait maintenant, enfin, on est quasi certain, enfin, on verra s'il aura vraiment lieu. C'est l'American Song Contest. En fait, on a un peu plus de certitude maintenant que Mr. Björkman et son équipe nous donnent de plus en plus de détails. Et donc, on sait notamment que les candidatures, l'appel à la candidature a été fait. Donc, les gens peuvent postuler. Chaque État pourra être représenté par un chanteur, une chanteuse, un groupe ou un DJ. Et on a même des dates précises. Il faudrait que ces candidatures soient fermées, soient faites et reçues et fermées de préférence. Donc, au tout début 2022, puisqu'il est notamment mentionné dans les informations qu'on a eues cette semaine, un tournage, des débuts de tournage, alors j'imagine c'est peut-être pour des cartes postales ou des passages qu'on aura dans le show, à partir de février à avril 2022, et notamment à Los Angeles et à Atlanta. Ce qui fait que, malgré le fait qu'on nous ait annoncé dans un premier temps que le concours en lui-même aurait plus de chances de se dérouler en été, du coup, il y a toujours des chances d'ailleurs que les dates des finales, des demi-finales et des finales se passent en été, mais on sait déjà qu'une première partie, les prémices en fait de l'événement seront déjà filmées en début d'année, ce qui fait que ça va tomber plus ou moins à peu près du coup finalement au même moment que l'Eurovision. Et donc pour ceux qui vont s'y intéresser, ça fera vraiment énormément de chansons à écouter. Adil, du coup, tu voulais dire un mot sur l'American Song Contest? J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Tu disais Florida va peut-être représenter la Floride et inviter Zénith. Ouais. Comme ça, la boucle est bouclée. Et ils vont finir 22e aussi avec 50 points. Voilà. C'est un gros appel à prévoir. Après, en même temps,
Disons que l'État de Floride aux États-Unis a un poids de base plus important que l'État de Saint-Marin en Europe. Donc au pire, si Céline veut finalement réussir à faire un bon classement dans un concours de chansons, autant qu'elle tente là-bas avec lui plutôt que finalement ce qu'elle aura fait à l'Eurovision ici. Arthur, concernant l'American Song Contest. J'ai pas de grandes attentes. Ouais. Je sais juste que dans 3-4 ans, ça m'énervera quand les Américains vont dire qu'on leur a piqué leur concept. Tu penses ils vont en arriver à ça? C'est vrai qu'ils font beaucoup ça avec le cinéma en fait, donc de base. Pardon? On leur a déjà volé un touchable apparemment. Donc, J'avoue. Ok. Dernière nouvelle qu'on voulait traiter aujourd'hui avec une ouverture sur 2022, c'est le concours qui devrait se dérouler en Italie. Alors ce qui est marrant, c'est que même si on n'a pas eu encore de confirmation officielle, on sait que les rencontres avec les premières rencontres concernant donc 2022 entre l'Union européenne de radiodiffusion et la RAI devraient se faire là dans les jours qui viennent. On a déjà une liste quasiment interminable de villes qui se portent candidates pour organiser l'événement. Et du coup, vous pouvez d'ores et déjà retrouver ça sur Wikipédia, parce que évidemment, le concours 2022 a déjà sa page. Et donc, en fait, il y a plus d'une dizaine de villes qui sont sérieusement intéressées pour le faire. Donc, je vais vous faire la liste rapidement. On a Bari, on a Bologne, on a Florence, on a Milan, on a Naples, on a Pesaro, on a Reggio Emilia, on a Rimini qui propose une candidature avec Saint-Marin. On a Rome, on a San Remo, on a Turin et on a Vérone. Donc il y aura de quoi faire hein, pour la RAI, pour l'organisation. Rien que pour choisir une ville, déjà, ils vont se prendre la tête comme pas possible. Mais ouais, alors, quelqu'un voulait dire quelque chose là-dessus? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous avez des préférences de destination? Qui a déjà été en Italie rapidement? j'ai déjà été en Italie, moi. C'est le seul pays autre que la France que j'ai été. Mais si je dois donner mon avis, je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse ça dans une grande ville que dans une petite ville ou un truc comme ça. Alors, surtout un peu pour s'y rendre, ce sera peut-être compliqué peut-être par rapport à d'autres personnes. Enfin, c'est juste mon point de vue. Hein. Alors, il y a souvent ce débat-là parmi les Eurofans pour la ville organisatrice de est-ce que c'est mieux finalement que ce soit dans une grande ville ou dans une ville petite. Donc, j'ai tendance à souvent être d'accord avec les fans qui défendent l'argument de quand l'Eurovision est organisée dans une grande ville ou dans une capitale, ça se retrouve malheureusement souvent comme un événement parmi tant d'autres et du coup ça ressort pas vraiment dans comment dire l'atmosphère de la ville et dans ce qu'on peut voir parce que par exemple ça s'est beaucoup fait ces dernières années Rotterdam, à Vienne et tout d'avoir des trams, enfin toute une partie de la ville qui était littéralement redécorée pour l'Eurovision. Et par exemple, à Paris, je ne vois pas la ville de Paris entière, si on devait avoir l'Eurovision à Paris, redécorée voilà, avec des affiches, des pancartes de l'Eurovision. Donc je pense que c'est... Qui sait, ça peut le faire. Bah, ça coûterait surtout très cher, donc c'est ça qui est compréhensible finalement quand c'est dans une très grande ville, c'est que tu peux pas faire ressortir, enfin c'est une question d'échelle en fait, tu peux pas faire ressortir autant l'événement que quand tu es dans une ville un peu de taille un peu plus modeste en fait. Mais après je comprends oui que tu dises que ça peut se faire, mais enfin, niveau échelle c'est plus intéressant et puis même niveau coût, je pense pour une télévision nationale d'avoir ça dans une ville entre deux entre guillemets, tu vois. C'est vrai qu'à Lisbonne, ils avaient rien fait. Et même à Lisbonne, j'avais l'impression que les touristes, ils étaient pas au courant qu'il y avait l'Eurovision. Et ouais. Enfin, je sais pas si personne était à Lisbonne ou pas, mais. Toi, tu y étais du coup, j'imagine. Ouais, à Lisbonne, mais après à Lisbonne, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu la fibre Eurovision. T'as l'impression qu'ils ont mis 2-3 affiches dans les métros et c'est tout, quoi. Ouais. Après, moi, je prenais les touristes français, j'avais l'impression qu'il y en avait pas un qui était au courant qu'il y avait l'Eurovision cette semaine-là. Ah, pétard, c'est impressionnant, ouais. Ouais, donc finalement... vas-y, Arthur. Une ville italienne petite qui serait sympa pour organiser l'Eurovision, oui. Ce serait Viareggio, par exemple. Je sais pas si vous connaissez. Je connais pas du tout. Une petite ville en Italie qui serait vraiment sympa, je pense. Qui est assez riche, mais vraiment sympa. Tu as été où, toi, quand tu étais en Italie, Arthur?
Justement, à Viareggio. Ah, d'accord. Et c'est le seul endroit où tu as été? J'avais été à Viareggio, à Florence, à Pise et à Lucca. D'accord. Et, Et Florence, par exemple, ça t'intéresserait pas que ce soit à Florence non. Florence, c'est très très joli. Il y a des très très, il y a des très, très enfin, les églises sont très très jolies là-bas à Florence, mais après, à part ça, bon, voilà, c'est une ville normale quoi, Florence. Hein. C'est pas extraordinaire non plus. Ok. Si on part d'une base un petit peu réaliste et qu'on veut faire de premiers paris, moi je pense que Milan est très bien parti parce qu'ils ont apparemment dans les détails qui apparaissent sur la liste des villes dans Wikipédia, sur l'article Wikipédia, ils ont une forte tendance et l'habitude d'organiser des événements européens. On voit notamment qu'ils ont reçu les MTV Europe Music Awards en 98, en 2015, l'Euroleague Final Four en 2014, compétition mondiale de volleyball en 2018, Eurobasket en 2022 et les Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Donc je pense qu'ils partent avec un très bon avantage. Et puis moi personnellement ça m'arrangerait parce que c'est à quelques heures de chez moi en voiture. Donc, pourquoi pas. Moi, je te dis, la ville qui va être choisie ce sera Sanremo parce qu'elle a un fort passif avec l'Eurovision et ce serait très symbolique. Je crois pas. Mais du coup, c'est Moi, trop. je pense que ça va être soit Milan, soit Rome, soit Turin. San Parce que la salle de Sanremo, Sanremo a fait que 2000 places. Mais Je c'est vois ça. pas l'UER laisser faire une salle de 2000 places pour l'Eurovision. Pas forcément la salle de Sanremo, hein, ils peuvent avoir une autre. Bah c'est ça en fait, je doute que la ville même de San Remo ait une arena ou un truc assez grande pour accueillir au moins 3500 personnes parce que bon, on sait jamais, peut-être qu'on sera pas complètement débarrassé encore du Covid l'année prochaine et qu'il y aura encore un public réduit, du moins moindre que ce qu'on avait jusqu'à 2019. Donc ouais, je suis pas certain pour San Remo. On verra bien. C'est un petit peu l'Eurovision qui va choisir nos vacances si on a nos accréditations. Tu vois. Oui, j'avoue. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour les premières petites infos post-concours 2021 pour cette semaine. Merci Adil d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de l'ESC Made in France. Merci beaucoup. Merci Adil. Merci Corentin. Merci. Merci Corentin. Tu veux peut-être prendre ma place pour dire merci à Gwen, Arthur. Si tu veux. Merci Gwen. Merci. Tu me dis pas merci à moi. Merci. Merci. Je peux chanter merci aussi si vous souhaitez. On va t'inviter, mais oui. Merci Arthur. Merci Arthur. Ah, c'est trop sympa. Merci Arthur. Et donc n'oubliez pas de liker ce numéro si vous a plu, évidemment on vous force pas, hein. Mais par contre on vous force peut-être pour liker les 41 précédents. Oui. Et puis de vous abonner à la chaîne afin d'avoir les notifications pour les prochains numéros qui sortiront. On se retrouve très prochainement. Oui. Qui n'hésite pas à écouter aussi le dernier épisode sur la finale. Et oui, et bien évidemment, oui, la spéciale finale où on a un petit peu fait le débrief des résultats et de nos ressentis. Et donc, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. À tiens, bonsoir. Bye bye à tous.